Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue au deuxième numéro de Transition, l'émission consacrée à l'agriculture mondiale. Une émission qui vous est proposée par la Fondation Farm, qui de rassembler le plus largement possible chacun et chacune autour des enjeux et des transitions agricoles et alimentaires. Aujourd'hui, nous allons parler des légumineuses alimentaires, une graine qui ne manque pas d'atouts, notamment celui de participer à l'accélération des transitions agricoles et alimentaires. Au sommaire de cette émission, nous allons traiter trois grands thèmes pour tout comprendre des légumineuses. On commencera par un tour du monde de ces légumineuses avec un panorama mondial, des récoltes à venir, des campagnes passées, dans un contexte qui est bousculé par la guerre en Ukraine. Ensuite, de la fourche à la fourchette, nous décortiquerons le rôle des légumineuses dans les transitions agricoles et alimentaires. Enfin, nous terminerons l'émission avec les défis en termes de production, de recherche, de transformation auxquels font face les producteurs au nord comme au sud, et nous dessinerons aussi des pistes de coopération. Pour en parler aujourd'hui, trois invités. À distance depuis la Tunisie, Aymen Frija, vous êtes économiste au Centre national de recherche agricole dans les zones arides, l'ICARDA. Bonjour Aymen. Bonjour. Guillaume Partiot, vous êtes agriculteur et vous aussi à distance depuis Chazeret dans l'Aube sur l'exploitation familiale, la ferme Partiot dont vous êtes aussi co-gérant. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et avec nous sur le plateau, Emmanuel Breillet, vous êtes cofondateur de Harry & Co. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci à tous les trois et merci aussi à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui et demain en replay de nous suivre pour cette émission Transition. Nous allons commencer tout de suite par la première séquence et faire ce tour du monde des légumineuses. Avant de discuter production et consommation avec nos invités, je vous propose de faire un tour du monde, cette fois-ci des légumineuses en 50 secondes chrono. Alors avant de commencer ce tour du monde des légumineuses qui sont donc ces graines de stars, chez vous Guillaume qui est avec nous donc depuis l'Aube, c'est avant tout une histoire de famille chez les Partiot, puisque vous produisez de génération en génération, vous cultivez aussi la transparence sur les produits que vous vendez. Dites-nous-en un peu plus sur cette ferme Partiot et sur votre marque aussi. Alors effectivement, oui, c'est une histoire de famille puisqu'on est la troisième génération de producteurs de légumineuses sur l'exploitation. Donc on a créé une marque, effectivement, la ferme Partiot, donc il y a quelques années maintenant, donc il y a environ 10 ans. Voilà, donc en fait on s'est mis à trier et conditionner nos légumes secs avec l'objectif d'aller travailler directement avec le consommateur. Et donc, on a en fait, au fur et à mesure des années, constitué une véritable filière de production autour de nous, en plus de notre exploitation, donc avec des producteurs voisins sur les départements de l'Aube, de Lyon et de la Côte d'Or. Voilà. Et aujourd'hui, on est un groupe d'environ 100 producteurs, d'une centaine de producteurs, donc sur des productions de lentilles vertes, de pois chiches, de haricots, à destination donc de la grande distribution, mais aussi de l'industrie agroalimentaire, notamment des conserveurs et des reconditionneurs. Alors on est à la ferme avec vous, Guillaume. Oui. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir votre histoire et celle de Harry & Co aussi. Emmanuel, on va jusque dans l'assiette aussi avec Harry & Co. C'est un rêve d'étudiant qui est devenu aussi une réalité, une entreprise dynamique. Vous allez nous raconter ça tout de suite avec une ambition que je trouve assez parlante, décarboner nos assiettes. Alors racontez-nous en quelques mots, Emmanuel, la trajectoire de votre entreprise. C'est ça, nous
Nous vraiment chez Arienco, ce qu'on veut c'est aider les gens à manger plus végétal, ça me semble super important. Et comme tu viens de le dire, c'est face aux enjeux du réchauffement climatique, il y a une solution qui a beaucoup d'impact, c'est limiter sa consommation de viande et manger plus végétal. Nous, ce qu'on veut, notre mission, c'est montrer que le végétal, c'est pas une contrainte en fait, c'est s'ouvrir à plein de bonnes choses, plein de nouvelles saveurs, des nouveaux produits, une nouvelle cuisine qui est la cuisine végétarienne. Et pour ça, nous, la solution, ce sont évidemment les légumineuses. On les cuisine, on en fait des galettes, des boulettes, des falafels, même des comme des dalles de lentilles, des couscous au falafel, etc. pour montrer que c'est super de manger végétal grâce aux légumineuses. Alors je disais un rêve d'étudiant, c'est aussi parce que finalement ça fait quoi, 10 ans qu'existe, pas forcément Arienco, mais cette idée de faire avancer les légumineuses dans nos assiettes? Bientôt 10 ans, ouais. Après, ça fait à peu près 9 ans en effet qu'on a le projet en tête. Et c'est en effet un rêve d'étudiant avec mon associé Benoît, on est tous les deux ingénieurs agro, on vient de Lyon, de l'ISARA de Lyon. Et en fait, ce qu'on veut, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, il y a un gros enjeu sur le végétal aujourd'hui. Il y a tout l'intérêt, mais que Guillaume, je pense, évoquera par la suite, agricole, de faire plus de légumineuses. Or, quand on allait au Resto U tous les midis avec de la viande ou du poisson dans l'assiette, on s'est dit il faut faire quelque chose et remettre les légumineuses au cœur des assiettes. Alors on a peut-être tous eu l'occasion soit de manger des légumineuses qui viennent de l'Aube ou qui viennent de votre réseau d'agriculteurs aussi. Donc on comprend aussi avec les recettes que vous proposez l'importance du pouvoir des légumineuses qui sont cultivées et consommées pratiquement sur toute la planète. D'ailleurs je vais me tourner vers Aymen Frija qui est avec nous en Tunisie parce qu'on est quand même assez loin d'un monde dans lequel les légumineuses alimentaires sont une composante très importante du système alimentaire. Elles sont une partie encore peut-être trop faible même des superficies cultivées. Elles représentent dans la plupart des pays dans le monde aujourd'hui 15% de la surface qui est cultivée en céréales et en légumineuses. Aymen Frija, vous qui scrutez ces graines pour l'Icarda, est-ce que vous pouvez nous faire cette cartographie mondiale, je rappelle que vous êtes économiste, chercheur, cette cartographie sur la production et la consommation de légumineuses dans le monde? Alors, merci encore une fois Mathieu pour cette invitation, pour ce sujet qui est vraiment très stratégique et très important. Et on va conclure, je vais dire à la conclusion pourquoi c'est très stratégique, surtout pour les pays du Sud, mais aussi pour les pays du Nord. Alors, l'importance de ces légumineuses, elle est sociale parce que ça se ramène beaucoup à la nutrition dans les pays du Sud qui connaissent beaucoup d'aspects de malnutrition comme quelques pays de l'Asie, mais aussi quelques pays africains. Elle est une importance environnementale parce que nous utilisons actuellement les légumineuses pour remédier à des problèmes de dégradation du sol et à des problèmes de fertilité, à des problèmes de manque d'utilisation et d'accès aux fertilisants dans ces pays du Sud. Mais c'est aussi, elle a une importance économique et financière. Et justement, si on regarde un peu cette importance économique, il faut savoir que dans le monde, les exportations totales en 2020 de ces légumineuses sont vraiment à des chiffres très importants, comme le Canada, par exemple, qui exporte à raison de 3,2 billions de dollars, suivi par qui sont aussi le top exportateur mondial, suivi par les États-Unis avec presque 1 billion de dollars, la Burma, l'Australie et aussi la Turquie qui exporte avec plus ou moins un chiffre de 600 millions de dollars. Les grands importateurs qui sont bien évidemment surtout des consommateurs aussi sont surtout des pays asiatiques comme l'Inde qui importent à raison de 1,5 billion de dollars chaque année. Au moins ça c'est le chiffre de 2020. Il y a aussi la Chine qui commence de plus en plus à demander beaucoup plus de légumineuses à raison, elle importe à raison de 1 billion de dollars. Le Pakistan, mais aussi la Turquie qui se voit, la Turquie qui est parmi les grands exportateurs, mais aussi les grands importateurs, ce qui veut dire qu'il y a des enjeux de développement de chaînes de valeur en Turquie. Il exporte, mais aussi il importe, mais aussi il exporte très bien. Et donc voilà, donc à travers le monde, c'est vraiment une culture qui est assez stratégique sur le plan financier, sur le plan en termes d'échanges, sur le plan économique, en termes d'échanges mondiaux. Et les pays qui ont un net trade positif ou bien qui ont une balance commerciale positive par rapport à ces légumineuses, en général, toutes les légumineuses confondues, on va voir après quelles sont les légumineuses qui sont les plus échangées. C'est vraiment les pays de l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis, mais aussi quelques pays de l'Amérique latine, surtout comme les grands pays agricoles comme le Brésil et l'Argentine, qui font beaucoup et ça, c'est vraiment ils ont une balance commerciale très positive. Il y a aussi la Russie
En Europe, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a surtout la Russie, mais aussi les pays de l'Europe de l'Est. Et là, ça se ramène un peu à cette crise de la guerre de l'Ukraine et quel effet ça aura, cette guerre, sur l'offre mondiale en termes de légumineuses. Mais le reste de l'Europe, à part la France, reste des pays qui sont nettement importateurs de ces légumineuses. Il y a aussi un peu l'Afrique de l'Est avec l'Éthiopie, la Kenya, l'Afrique du Sud aussi avec quelques pays de l'Afrique du Sud qui sont aussi des exportateurs nets, surtout pour des pois chiches, mais aussi pour d'autres cultures qu'on va voir. L'Asie, la majorité de l'Asie, c'est vraiment des importateurs nets. Et si on regarde un peu quelles sont les espèces qui sont les plus échangées à l'échelle mondiale, on va trouver que c'est vraiment les pois séchés, c'est les haricots, c'est les pois chiches donc les lentilles. La première espèce, c'est les lentilles. Les lentilles, le chiffre d'affaires de commerce international était presque 3 billions de dollars en 2020. Suivi par comme je viens de dire, par les pois et par les haricots qui sont très importants aussi, et les pois chiches. En termes de consommation, si je peux continuer, je ne sais pas si j'ai pris un peu de temps, mais en termes de consommation, c'est vraiment la consommation mondiale, à l'échelle mondiale, maintenant, la moyenne de consommation per capita ou bien par personne, elle est vraiment autour de 7 kg par an. Et ce chiffre, il est le plus prononcé, surtout en Afrique. Il consomme presque 11 kg par an. Mais dans des pays comme l'Amérique ou bien comme l'Europe, en Europe, c'est vraiment des faibles consommateurs. On est encore à presque 3 kg par an. En Amérique, on est à 4,1 ou bien 4,2 kg par an par personne. Et voilà, donc les pays de l'Asie qui sont un peu plus consommateurs avec des moyennes de 6,3 kg par an. Les productions sont différentes d'un continent à un autre, ce qui veut dire que c'est des cultures qui existent partout et qui sont réparties partout. Mais on peut aller plus en détail après si vous voulez. Avec, donc on le comprend, merci Aymen pour ce tour du monde, cette cartographie avec des enjeux très stratégiques en termes d'approvisionnement, et puis vous l'avez mentionné aussi, des différences assez significatives entre sud et nord, hein. Les chiffres d'ailleurs sont assez préoccupants sur aujourd'hui cette production, hein. Juste sur le pois chiche, on prévoit une baisse de 20% de la production mondiale en raison notamment du changement climatique et de la crise sur les prix, en particulier sur les intrants. Alors Guillaume Partiot, vous sur la ferme, est-ce que vous êtes confronté à cette baisse de production? Comment étaient les campagnes? Comment est-ce que vous voyez aussi les prochains mois et les prochaines campagnes? Est-ce que la guerre en Ukraine, dont on parle beaucoup, a aussi eu un impact sur la production de légumineuses? Alors oui, on est effectivement confronté à ces baisses de production aussi donc en France. Alors notamment, et on l'a dit, du fait d'événements climatiques qui sont de plus en plus prononcés et d'excès, on va dire, météo, hein. Donc en 2021, on a connu un mois de juillet et août très pluvieux, donc voilà, des mois qui ont pénalisé la qualité donc des récoltes de légumineuses. Et puis cette année, donc pour la récolte 2022, on a connu des semaines et des semaines de sécheresse avec aussi des températures très chaudes au mois de juin et aussi début juillet, ce qui a également en fait pénalisé les rendements. Donc on a ces facteurs climato et météo qui viennent donc pénaliser les productions, et aussi la montée en puissance de quelques ravageurs. Donc, mais ça, on y reviendra, je pense, en dernière partie. On a quelques ravageurs qui nous embêtent un petit peu sur la production des légumineuses. Voilà, et le contexte actuel, on va dire, de l'Ukraine n'arrange pas en fait, parce que nos cultures de légumineuses, en tout cas la production, est en concurrence directe avec la production de céréales, de tournesol, de maïs, avec des prix mondiaux qui sont très rémunérateurs actuellement, en tout cas beaucoup plus que par le passé. Ce qui fait que voilà, nos producteurs et les producteurs français, voilà, ils calculent leur marge hectare, leur chiffre d'affaires, et actuellement, le niveau de rentabilité des cultures des légumineuses est tout juste suffisant pour pouvoir les mettre en production, quoi. Donc on est confronté à ces deux problèmes-là, et la partie météo et la partie Ukraine qui aujourd'hui a un impact direct via le prix des autres matières premières, quoi. Voilà.
cette concurrence, cette compétition aussi dans le contexte de la guerre en Ukraine, c'est un élément qu'on a traité au sein de la Fondation Farm dans un article assez récent avec Jacques Véry de l'Institut Agro. Emmanuel, vous travaillez avec un réseau d'agriculteurs, avec des coopératives aussi. Est-ce que cet enjeu d'approvisionnement se pose aussi? Peut-être nous dire quelques mots aussi sur ce tissu et finalement la communauté des haras. C'est comme ça que vous les appelez aussi. C'est ça, c'est un enjeu fort chez nous, hein, déjà de recréer du lien entre les consommateurs qui s'intéressent au végétal et à nos produits et les personnes, en fait, les agriculteurs qui eux aussi, de leur côté, changent la donne et changent leurs assolements, changent leurs pratiques culturales et vont vers plus de légumineuses. Ça, c'est un point qui est super important et nous, en effet, on est sur du 100% français depuis le début avec Harry & Co. C'est super important, c'est légumineuses françaises, rechanger nos territoires pour amener plus de légumineuses. Légumineuse qui a plein d'intérêts agronomiques en plus, donc qui intéresse le monde agricole. Et nous, ce qu'on a fait, on a fédéré, il y a 2 ans, on a fédéré une dizaine d'agriculteurs dans la Drôme, autour de notre usine. C'est des agriculteurs souvent engagés, qui ont des parcours de vie différents. D'ailleurs, on revient dans une série de vidéos, les agriculteurs s'appellent, et on va à la rencontre de ces agriculteurs, ils nous expliquent leur trajectoire, c'est super intéressant. On voit ici 2 générations là, sur la photo qu'on vient de voir, voilà, et on voit ces transmissions et ces agriculteurs qui évoluent vers plus de, voilà, qui essayent plus de choses. Et du coup, c'est des gens qui faisaient du bio pour la plupart, qui légumineuses. Du coup, aussi, ce qui est intéressant, c'est de les fédérer, ça fait qu'ils échangent entre eux. Ils voient quand est-ce qu'on enlève les adventices, quand est-ce qu'on récolte, à quel moment, quel est le bon timing. Et c'est une belle histoire parce qu'on en parle aussi en termes de communication pour que le consommateur se rende compte de tout ça aussi. J'ai dans mon assiette une galette de lentilles vertes, c'est un bon produit, je me fais plaisir en le mangeant, mais aussi derrière il y a toute une filière agricole qui évolue et qui change pour faire ce type de produit. Plaisir et pédagogie, c'est des mots que vous cultivez au sein de Harry & Co aussi. Je vous invite toutes et tous à aller voir ces vidéos pour aller comprendre aussi quels sont les parcours, les défis de ces fameux agriculteurs. Alors juste avant, Ayman, dans votre présentation, vous reveniez sur le fait que certains pays sont très dépendants de l'extérieur pour leur approvisionnement en légumineuses. On avait parlé de l'Égypte par exemple dans ce fameux texte. Je crois qu'aussi vous avez travaillé sur une prospective à 2050. Quels seraient les besoins en termes de légumineuses au niveau mondial, en fonction des régimes alimentaires aussi qui vont beaucoup se transformer les prochaines années. Alors continuons sur la cartographie, cette fois-ci en essayant de se projeter à cet horizon qui semble loin mais qui demande du temps aussi pour être bien préparé. 2050, c'est à quoi va ressembler la planète des légumineuses? Oui, donc si on regarde bien évidemment les chiffres ou bien les taux de croissance de ce qui intéresse les légumineuses sont toujours en croissance. Soit on parle des rendements, le rendement était toujours en croissance depuis 61 jusqu'à 2015, jusqu'à maintenant, hein, avec soit on parle donc des superficies emblavées, soit des rendements, soit des productions totales, soit des chiffres d'affaires en termes d'échanges internationaux. Donc tous les indicateurs sont en croissance, mais une croissance plus ou moins respectivement qui est un peu plus ou moins différente. On voit des croissances beaucoup plus importantes, par exemple, dans les dernières années en termes de superficie. Mais si on regarde un peu les rendements, ils sont dans des taux de croissance consolidés, petit à petit, mais beaucoup plus inférieurs, qui n'aboutissent même pas à 1% par an en termes de rendement. Et ça se ramène à plusieurs autres critères qui sont bien des problèmes de stress biotique et abiotique auxquels ces cultures sont un peu sensibles, qu'on va revenir après peut-être. Et donc, en termes de nutrition aussi, c'est pareil. Les chiffres sont en train ou bien montrent qu'il y aurait une certaine croissance dans la consommation consommation par tête d'habitants de ces légumineuses. Et on prévoit justement que ces légumineuses vont prendre la place de certaines céréales dans l'assiette dans notre assiette dans le monde entier d'ici 2050. Alors dans cette étude, nous avons aussi trouvé que dans certains pays de l'Afrique, cette croissance, elle va être substituée par une consommation des viandes plutôt qu'une consommation des céréales. Parce que la tendance générale, c'est que la consommation de viande augmente un peu de manière un peu moindre, une augmentation de tout ce qui est consommation des légumineuses et la consommation des céréales qui reste plus ou moins stable ou bien même va diminuer pour donner un peu plus de place pour les légumineuses. Dans certains pays de l'Afrique subsaharienne, la consommation de la viande, elle est déjà importante
surtout dans des communautés pastorales et des choses comme ça. Et donc, cette compétition entre légumineuses et viande n'est pas encore très bien comprise. Mais à part ceci, donc, comme je viens de le dire, oui, on aura beaucoup plus de légumineuses dans nos assiettes. Et ça veut dire beaucoup plus d'opportunités économiques, d'exportation et la demande aussi, une demande qui va être plus importante sur le marché mondial. Donc si on a une assiette comme ça qui évolue, c'est aussi un moteur pour les transitions, hein. Les légumineuses, on l'a vu dans le plan protéines en France par exemple, ou dans les projets en Afrique subsaharienne, comme vous l'avez rappelé Ayman, ce sont de grands atouts pour réussir ces transitions. D'ailleurs, c'est notre deuxième séquence, hein, les légumineuses comme accélérateur de transition. Alors on pense bien entendu d'abord à nos assiettes, aux fameuses bonnes recettes que Harry & Co, vous nous proposez, hein, du houmous, du dal, les fameuses falafels. On va d'ailleurs écouter Sylvie Avalon, qui est professeure en sciences des aliments et nutrition à l'Institut Agro de Montpellier, qui nous a fait un point sur le profil nutritionnel des légumineuses et surtout de leur intérêt pour nos assiettes. Les légumineuses ont un bon profil nutritionnel. Elles sont riches en glucides sous forme d'amidon combinés à des fibres. Et leur indice glycémique est plutôt bas. Elles sont également riches en protéines, mais attention, elles ne renferment pas tous les acides aminés essentiels à l'organisme. Il est donc intéressant de les associer aux céréales qu'elles complètent très bien. Leur composition et leur densité énergétique favorisent la satiété, et c'est pour cela qu'elles sont souvent proposées comme alternative à la viande. Mais attention, ce ne sont pas des produits magiques. Leur consommation peut conduire à des inconforts digestifs et les vitamines et minéraux qu'elles contiennent ne sont pas bien absorbés par le corps humain. Il faut donc les placer dans un régime alimentaire diversifié, équilibré, qui associe toutes les catégories d'aliments. Et pour cela, les territoires doivent maintenir des cultures et des filières variées pour que tous les citoyens aient accès, physiquement et économiquement, au régime alimentaire favorable à la santé. Les légumineuses ont un rôle à jouer au sud et au nord. Les enjeux nutritionnels dans ces contextes sont assez différents. Dans le cadre de l'alimentation durable, il est nécessaire de limiter les émissions de gaz à effet de serre et nous devons aussi modifier nos comportements alimentaires pour favoriser la santé. Le Programme national de nutrition et de santé, d'ailleurs, encourage les Français à consommer plus de légumineuses, notamment pour leur apport en fibres. Elles s'intègrent très bien dans les plats végétariens. Et cela permet de diminuer la consommation de viande rouge, ce qui est bon pour la santé et le climat. Au sud, il faudrait que tous les groupes précaires aient également accès à une alimentation diversifiée, qui inclut bien sûr les légumineuses, mais aussi toutes les autres catégories d'aliments. Alors chez Harry & Co, Emmanuel, vous êtes convaincu, vous justement, de ces bienfaits sur nos assiettes des légumineuses? Bien sûr, exactement, et ça a été bien résumé ici. Ce qui est très important aussi, c'est la complémentarité en fait, et notamment céréales légumineuses pour avoir des vrais plats végétariens équilibrés et bien sûr gourmands. C'est ce qu'on fait toujours dans nos recettes et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans toutes les cuisines traditionnelles végétariennes. Un très bon exemple, c'est le dal de lentilles, un mélange lentilles, corail et riz et qui fait un plat complet et gourmand. Et je pense qu'aussi un point qui est important, parce que quand on parle de cuisine végétarienne, c'est de parler de vrais ingrédients. Nous, justement, de fait de travailler avec des agriculteurs, de travailler directement avec de la matière première brute, nous, notre objectif, c'est de mettre des vrais produits dans tous les produits qu'on propose pour que le consommateur s'y retrouve et n'ait pas voilà, une alimentation hyper transformée. C'est un élément sur lequel a beaucoup insisté Sylvie Avalon, hein, la source de protéines aussi à moindre coût comparé à la viande. Bien sûr, l'important, c'est d'avoir une assiette diversifiée avec des protéines végétales, des céréales et puis de temps en temps des protéines animales, surtout dans les endroits du monde où on en manque. Hein, et c'est quelque chose que vous faites la promotion aussi, cette diversification des régimes alimentaires, puisque là, on le voit sur les images, vous êtes présent dans les supermarchés, mais vous êtes aussi présent en restauration collective. Donc finalement, c'est aussi auprès du grand public qui ne sait pas forcément que derrière, il y a Harry & Co, que vous êtes présent et actif. Tout à fait, il y a d'énormes enjeux en fait de végétaliser aussi les assiettes en restauration collective. Quand on parle de restauration collective, ça va être par exemple, exemplairement, même les cantines scolaires où la loi Egalim veut mettre plus de végétal, plus de bio, plus de local dans ces établissements. Et nous, on est un vrai partenaire pour ça. On sert aujourd'hui énormément de cantines scolaires dans toute la France, les restos universitaires, etc. Et c'est un enjeu fort de mettre plus de végétal pour réduire l'empreinte carbone de l'alimentaire, mais aussi pour
que la nouvelle génération, en fait, pour eux, ça soit logique de manger des légumineuses. Oui, ça passe aussi par les personnes qui cuisinent, depuis les chefs jusqu'à nous qui cuisinons. C'est pas si compliqué de cuisiner ces légumineuses. Et alors, on va quitter l'assiette pour remonter cette fois-ci un peu vers le champ depuis la fourchette, et on va repartir vers vous, Guillaume, hein, parce que si on remonte jusqu'à la parcelle et sur celle de la ferme Partio, les légumineuses ont aussi beaucoup d'intérêt sur le plan agronomique. On était sur l'accélération des transitions nutritionnelles, mais il faut faire ce lien avec l'exploitation agricole, et c'est un élément qui est vraiment très important sur les légumineuses en particulier. Alors oui, les légumineuses ont un véritable intérêt agronomique, hein, puisque ce sont des plantes qui sont capables de fixer l'azote atmosphérique, hein, et rien que ça, c'est déjà, on va dire, presque un miracle de la nature. Donc effectivement, sur ces cultures de légumineuses, les producteurs et les agriculteurs n'ont pas besoin en fait d'apporter d'engrais azotés minéraux, hein, et chimiques. Ce qui est déjà aujourd'hui, et compte tenu du contexte actuel de ces marchés d'engrais, c'est un atout important. C'est aussi des nouvelles cultures, donc dans la rotation, ça permet d'allonger les rotations, d'introduire pour le coup souvent des cultures de printemps qui vont permettre de casser les cycles des adventices, hein, et des mauvaises herbes. Donc un autre atout. On sait aujourd'hui que les légumineuses ont aussi apportent beaucoup, hein, d'un point de vue mycorhize et d'un point de vue diversité champignons au niveau du sol. Et aujourd'hui, on sait qu'on a beaucoup à évoluer et à avancer, hein, sur ces sujets-là de l'importance des mycorhizes et le développement des mycorhizes dans le sol. C'est aussi pour la majorité des légumineuses des cultures qui sont quand même peu demandeuses en intrants, puisqu'elles sont plutôt rustiques, hein, assez tolérantes donc aux excès d'eau et aux épisodes de sécheresse faibles. Et il y a pour l'instant très peu de ravageurs, alors hormis la bruche, hein, dont on va parler en dernière partie, mais on n'a pas d'autres ravageurs sur les cultures de légumineuses. Voilà. Et puis un dernier point, effectivement, apporter donc ces nouvelles cultures dans les rotations, c'est aussi apporter plus de biodiversité au niveau des productions. C'est des nouveaux cycles. Voilà, on sait qu'au mois de juin, les lentilles sont en fleurs. C'est une source d'alimentation aussi pour les abeilles. Voilà, on a beaucoup d'atouts agronomiques sur ces cultures-là. Je pense que les producteurs l'ont compris. Ont compris qu'il y avait beaucoup d'intérêt agronomique à cultiver ces légumineuses à graines. Voilà, aujourd'hui, les enjeux, ils sont sur le niveau de rentabilité et sur les marges que peuvent produire et sortir donc les producteurs. Mais comme vous l'avez dit, voilà, le prix des engrais et des intrants augmentant, l'intérêt pour les légumineuses, du coup, augmente en même temps, quoi. Voilà. Et au niveau des rendements, on se situe sur quelle perspective aujourd'hui sur votre ferme ou dans votre réseau d'agriculteurs aussi? Alors les rendements en lentilles, par exemple, ce qui est notre première culture, hein, de légumineuses à graines, on est sur des rendements qui vont de 1 tonne 5 à 2 tonnes hectare. Donc ça, c'était notre moyenne sur les 10 dernières années. 2022, on sera plutôt sur du 1 tonne 3, 1 tonne 4. Comme je l'ai expliqué, on est sur un rendement plutôt faible du fait des épisodes de sécheresse et de coups de chaud, hein, qu'on a connus donc fin juin, début juillet. Donc ça, c'est pour les lentilles. Sur les pois chiches, on est aussi sur ces niveaux de production, 1 tonne 5, 2 tonnes, voire un peu plus de 2 tonnes pour les meilleures parcelles. Voilà, et haricots, voilà, plutôt 1 tonne 5 aussi en production, quoi. Donc c'est sûr que c'est des cultures dont le rendement est plutôt faible si on la compare à une culture de blé qui va faire 7-8 tonnes, hein, dans nos zones, ou du colza qui peut faire 3 tonnes et demie, 4 tonnes. Voilà. Donc c'est des cultures à plus faible rendement, qui nécessitent donc une valorisation à la tonne meilleure.
de façon à ce que le producteur puisse s'y retrouver économiquement, quoi. C'est important, Voilà. cette durabilité économique. Malgré les atouts agronomiques et les faibles charges engagées par le producteur à l'hectare, quoi. Bien sûr, cette triple durabilité économique, environnementale et aussi sociale. Hein, donc, plein d'atouts sur la biodiversité, sur l'eau, sur l'utilisation de produits phytosanitaires, sur les autres cultures qui vont venir après les légumineuses. Justement, c'est un élément qui est très important. On parle de diversité dans les assiettes, mais aussi on parle de diversité dans les pays. Parce que ce qu'on mange dans notre assiette, la manière dont on compose cette assiette, c'est aussi la manière dont on compose nos paysages. Et ces bienfaits sont les mêmes dans les liens qu'on peut entretenir avec d'autres productions végétales, notamment les céréales. Chez Arienco, vous vous inspirez beaucoup justement de ces recettes qui associent plusieurs types de végétaux, les céréales et les légumineuses. Alors vous avez mentionné le dalle et le riz, mais si on va de l'autre côté de la Méditerranée, on a ces fameux couscous avec le pois chiche. C'est des éléments qui sont vraiment importants. Bien sûr, et c'est assez marrant ce que tu dis justement, qu'on retrouve cette complémentarité dans les recettes, dans les paysages, c'est-à-dire, en effet, comme l'a dit Guillaume, ces rotations céréales légumineuses, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est vraiment un cercle vertueux qu'on retrouve dans les assiettes. Parce que pour ceux qui nous écoutent, l'azote qui est capté est ensuite restitué à condition de pouvoir, pour les cultures céréalières notamment, ce qui permet aussi de baisser l'utilisation d'intrants dans les prochains cycles, donc avec un peu plus de gestion de sobriété sur ce point. Il y a pas mal d'agriculteurs d'ailleurs qui nous ont rejoints, parce qu'en fait ils voulaient mettre plus de légumineuses dans leur champ et dans leur rotation, et que nous on leur proposait une solution pour valoriser ces cultures-là. Bien sûr. Alors, on évolue d'échelle en échelle. On était plutôt au niveau de l'exploitation avec vous, Guillaume et Emmanuel. Je voudrais qu'on change encore d'échelle et cette fois-ci qu'on remonte un petit peu plus loin, puisqu'il y a un autre duo gagnant-gagnant. On avait céréales et légumineuses, mais il y a aussi légumineuses et alimentation animale et légumineuses et animaux et élevage. Hein, c'est vraiment une complémentarité qui est très importante entre d'un côté les légumineuses et l'élevage. Dans les pays du Sud, en Afrique subsaharienne notamment, on sait qu'on a besoin d'améliorer les rendements des productions végétales. Ça peut passer par les engrais de synthèse, hein, mais ça soulève des problèmes environnementaux et économiques. Hein, on l'a entendu tout à l'heure avec Guillaume et Emmanuel. Ça peut aussi passer, Ayman, par la complémentarité entre cultures végétales, dont les légumineuses, et les systèmes d'élevage. On peut vraiment avoir une approche qui soit agro-systémique pour penser ces complémentarités. Oui, évidemment, et cette complémentarité, elle est de différents types. Si on prend un peu plus ou moins les pays du Nord, c'est clair, on parle beaucoup plus de spécialisation, soit en termes d'élevage, et donc il y a toutes les rotations qui essayent de suivre un peu pour minimiser les coûts de production de tout ce qui est fourrage. Mais si on parle aussi des pays du Sud, là on parle vraiment de petites superficies et on parle de ce qu'on appelle, donc on est encore dans la diversification, on est encore dans des systèmes parfois un peu extensifs. On parle de ce qu'on appelle les systèmes mixtes de culture-élevage et vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce sont des systèmes qui sont très importants pour le développement humain et pour l'économie, la petite économie à l'échelle de ces pays en développement. Donc il faut savoir que ces systèmes mixtes culture-élevage, actuellement, à nos jours, ils couvrent 2,5 billions d'hectares à l'échelle mondiale. Et dans les pays en développement, dans les pays du Grand Sud, si on peut l'appeler, ces systèmes mixtes fournissent presque 75% de la production laitière, hein, et ils produisent aussi presque 60% de la production de viande. Ils produisent donc entre 40 et 85% de production des céréales. Et donc, ce sont vraiment des systèmes très importants. Et la composante élevage, surtout, c'est vraiment des petits troupeaux, soit ovins, soit bovins, soit aussi porcins ou bien autres. Et donc, vraiment, il y a une très grande diversité dans ces systèmes. Mais le point commun, c'est que l'élevage est la partie la plus fondamentale ou bien la plus prioritaire dans ces systèmes parce que l'élevage, c'est connu, c'est confirmé, et il a plusieurs avantages pour ces petits fermiers, pour cette petite agriculture familiale. En termes, il peut assurer une trésorerie, il peut assurer une sécurité contre les maladies des cultures, il peut assurer une forme d'assurance, plusieurs services de cet élevage. Et donc, à partir de là, l'élevage devient prioritaire pour les agriculteurs, mais aussi un facteur très dégradant de tout ce qui est
que généralement, vu le manque d'accès aux aliments concentrés, donc ces agriculteurs ils vont se retrouver dans une dynamique de pâturage accru de tout ce qui est résidus, et donc la restitution de ces résidus dans la terre reste très faible, et à partir de là, il y a un appauvrissement total et continu des sols qui est observé et confirmé par plusieurs études scientifiques. Là viennent les légumineuses comme étant une solution miracle. Elle vient compléter un peu tous les éléments les composantes de ce système pour, primo, assurer des sources d'alimentation à faible coût, mais aussi à très haute valeur nutritive pour cet petit élevage familial, mais aussi, en deuxième temps, pour assurer une meilleure restauration des terres, si on peut dire, une meilleure fertilité des terres et une meilleure réhabilitation de ces terres dans le long terme. Donc, c'est vraiment, nous, les chercheurs, on regarde à la recherche en général et le développement aussi dans ces pays du Sud regarde un peu ces légumineuses comme étant une solution win-win qui peut assurer une harmonie entre les objectifs de court terme de ces agriculteurs pour assurer des moindres coûts et des meilleurs revenus, mais aussi des solutions de long terme pour assurer un peu la réhabilitation des sols qui reste le réservoir de la sécurité alimentaire dans le futur. D'ici 2050, d'ici 2100, les sols sont très importants et c'est très important de les préserver. Donc, il y en a plus de détails à travers le monde, si tu veux. Les légumineuses fourragères les plus connues, ce sont vraiment le Medicago dans plusieurs pays, surtout les Amériques, mais aussi dans d'autres pays de l'Asie. Il y a tout ce qui est niébé fourragé dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Il est très important. Il y a aussi ce qu'on appelle la baisse d'hiver en Australie, qui est très connue, produite à très grande échelle. Il y a ce qu'on appelle aussi le trèfle blanc et les milieux, surtout aux États-Unis d'Amérique. Et il y a bien évidemment les légumineuses qui sont à double usage. Et donc, comme les lentilles, par exemple, dans les pays de l'Afrique de l'Est, elles sont utilisées pour l'alimentation animale, mais les résidus sont très sollicités pour l'alimentation du cheptel. Et donc, il y a tous des programmes d'amélioration génétique qui visent justement à améliorer les qualités nutritives en termes de ces résidus, augmenter la biomasse des résidus en parallèle de l'amélioration des rendements en grains de ces espèces. Donc, voilà. Merci Ayman, et on comprend et on sait qu'au sein de l'ICARDA, vous êtes aussi beaucoup en contact avec les producteurs qui sont sur ces zones arides et qui ont énormément de défis à relever pour les productions végétales et aussi pour les productions animales. On a bien saisi les intérêts, mais surtout, une fois de plus, on le répète, de cette diversité des cultures aussi au niveau de la parcelle et du paysage. On a finalement besoin d'imaginer des systèmes qui soient à la fois faibles en utilisation d'intrants, faibles parce qu'on a aussi besoin notamment d'engrais phosphatés dans la culture des légumineuses pour leur bon fonctionnement, mais surtout des systèmes qui permettent des rendements élevés, faible niveau d'intrants et rendements élevés pour garantir une réelle durabilité économique. Alors ces productions végétales, les légumineuses, elles sont au cœur des transformations de nos assiettes et de nos paysages, nos agricultures. Ce sont surtout des productions mondiales qu'on trouve partout et donc de vrais vecteurs de coopération au niveau international. On va en parler dans notre dernière séquence. Mais avant de parler de ces innovations et de ces vecteurs de coopération que sont les légumineuses, est-ce que tout est rose au pays des légumineuses? Ça fait maintenant un peu plus de 30 minutes qu'on discute légumineuses. On voit les solutions, on voit les avantages. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue aussi qu'il existe des difficultés, des défis à relever aussi. Alors, quelles sont les connaissances qui vous manquent, surtout du côté de la production? Et je me tourne vers vous, Guillaume, sur la ferme Partio et dans le réseau que vous animez et que vous maintenez aussi sur les territoires. Quelles sont les connaissances qui vous manquent, les défis qui se posent aussi à la culture des légumineuses? Est-ce que c'est sur des espèces en particulier, sur les conditions de marché, sur les techniques de production ou de transformation? Dites-nous un petit peu, essayez de nous éclairer aussi sur ce paysage-là des légumineuses. Alors, côté production, actuellement, on souffre notamment, donc, et je l'ai dit tout à l'heure, donc de l'impact d'un ravageur qui s'appelle la bruche, qui peut aujourd'hui impacter le rendement de l'ordre de 10 à 20% du rendement de l'agriculteur. Donc aujourd'hui, on a vraiment ce premier facteur qui limite donc le rendement et la production des légumineuses en France. Alors plus particulièrement en France, on souffre depuis maintenant quelques décennies d'un manque de recherche variétale.
Alors pourquoi? En fait, les filières de production de légumineuses à graines sont des filières un peu orphelines en France, qui sont des petites filières et on va dire, n'ont pas intéressé les semenciers français. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays du monde, puisque au Canada, par exemple, vous avez une vraie recherche variétale avec tous les ans 10, 15, 20 nouvelles variétés. Pour exemple, en France, on a une variété de lentilles vertes, la principale, a aujourd'hui plus de 30 ans. On a seulement une ou deux nouvelles variétés qui arrivent l'année prochaine. Vous voyez, on a une vraie différence sur la recherche variétale. Donc ça, c'est le deuxième frein aujourd'hui sur la production. On pourrait peut-être envisager des variétés qui ont un port plus droit, qui se couchent moins, qui embêtent donc moins le producteur lors des opérations de récolte. On pourrait peut-être envisager des variétés moins sensibles à la bruche. Donc c'est vrai il y a beaucoup de travail encore à faire sur la partie technique, la partie production, la partie création variétale. On reste optimiste, on trouve des solutions aussi, les producteurs trouvent des solutions de leur côté et on avance pas à pas vers des productions plus importantes et plus résilientes surtout, quoi. Donc des solutions qu'on peut aussi essayer de trouver dans les pays du Sud, puisque les légumineuses, comme nous l'ont rappelé nos invités, notamment Aymen Frija, sont présentes sur l'ensemble de la planète. Et les défis que vous mentionnez, Guillaume, sont partagés au nord comme au sud du globe. D'ailleurs, on a recueilli les propos de Shiv Agrawal-Kumar, qui est chercheur à l'ICARDA et qui revient sur ces différents enjeux, notamment de coopération et de partage d'expertise. On l'écoute tout de suite. Northern and southern countries face a number of challenges and issues when it comes to legume production. These challenges are related to the climate change and its impact on the emergence of new diseases, weeds, and insect pests. And of course, this is also related to the frequency and intensity of weather conditions, like flood, drought, and heat. These issues causes a great impact on the legume production. As a result, what happens that these varieties or these crops are lost in the field and they are less amenable to machine harvest. That is why they are not good for commercial production. ICARDA has come out with a number of genetic and agronomic solutions, and these are related to trait discovery, its deployment and development of climate-smart germplasm of chickpea, lentil, fava bean, and grass pea. These varieties are not only having resistance to biotic and abiotic stresses, but also amenable to machine harvest and manageable for. As a result, we have been very successful in deploying these varieties in the farmers' field through a number of projects. One of the projects, EU IFAD project, this has been excellent when we have taken these varieties into the farmers' field along with the production technology. As a result, now legume production in these countries are stabilized and having a better performance. Alors des variétés intelligentes de légumineuses qui serviront, si on comprend bien aussi les projets que mène l'ICARDA et le docteur Agrawal-Kumar, des variétés qui serviront au nord comme au sud. Alors même si l'intérêt est grandissant pour les légumineuses, je pense que nos invités, que ce soit Guillaume ou Emmanuel, l'ont bien rappelé, un intérêt pour ces cultures. Malgré tout, elles ont souffert du manque d'attention. Et Guillaume, vous avez commencé à approcher ces questions-là, surtout sur le plan de la recherche variétale, la recherche génétique et la recherche et du développement. Ce sont des questions qui se posent au nord comme au sud. Et là, je me tourne maintenant vers Aymen Frija et justement sur ces enjeux de coopération à la fois public et privé, sud et nord. Finalement, à bien vous entendre, on a des solutions au sud qui peuvent être aussi transférées au nord, des variétés qui peuvent être aussi peut-être déployées sur d'autres terrains. Donc on a un besoin intense de coopération autour de ces sujets que sont les légumineuses. Oui, bien évidemment, Fabien. La coopération, elle est toujours, c'est un mot bénéfique que j'adore, mais bon, les légumineuses sont complémentaires à l'échelle du système. Ça assure plusieurs services. Elles sont aussi complémentaires entre le nord et le sud.
Parce que là, si on regarde par exemple dans les pays du Sud, là, on a une très grande diversité génétique de ces légumineuses. Ça, c'est quelque chose qui est très utile pour les pays du Nord qui souffrent un peu de ce manque de diversité génétique à cause de la spécialisation qui a été la norme dans les pays du Nord depuis quelques décennies. Maintenant, il y a un regain d'intérêt pour plus de diversification, plus des systèmes, travailler un peu plus sur la biodiversité. Les politiques agricoles en Europe, par exemple, ils suivent un peu cette tendance. Et donc, ça peut retrouver une certaine complémentarité, surtout en termes de diversité génétique et culinaire dans les pays du Sud, en parlant de cultures comme pois chiches, comme la fève, comme bien le niébé, tout ça, c'est vraiment des cultures qui sont très, très, très diverses et en termes génétiques en Afrique, par exemple. Et donc, ce sont ces mêmes productions végétales que l'Europe, maintenant, comme je viens de dire, ils veulent un peu inverser cette tendance et ils veulent réacquérir pour améliorer la diversité des systèmes. Il faut aussi dire que en Europe surtout, mais aussi dans les pays du Nord en général, il y avait beaucoup de recherches qui ont été faites sur le développement de ce qu'on appelle les paquets techniques et les pratiques agronomiques, bien les paquets techniques qui sont les plus adaptés et les plus appropriés à ces cultures, à ces cultures légumineuses, chose qui reste très faible dans les pays du Sud. Les pratiques agricoles sont surtout basées sur des savoir-faire endogènes, qui n'est pas parfois très efficient, qui est parfois très basique. Il est basé sur l'expérimentation humaine, mais qui doit être notamment un peu plus validé par des recherches qui ont été faites depuis un bout de temps dans le Nord. Il y a aussi surtout le problème commun, lorsque j'entends Guillaume parler par exemple, le problème de tout ce qui est volatilité des rendements. À cause de plusieurs facteurs biotiques et abiotiques. Donc il y a le stress, c'est des cultures qui sont cultivées dans des surfaces marginales, dans des terres marginales, la plupart des temps dans les pays du Sud. Et donc ils sont très sensibles aux facteurs climatiques, mais il y a aussi des ravageurs qui sont vraiment très agressifs de ces cultures et qui font que les rendements de ces cultures sont instables d'une année à l'autre, et ce qui fait que ces cultures deviennent de moins en moins attractives pour les agriculteurs des pays du Sud. Et donc, je pense que plusieurs acquis de la recherche dans les pays du Nord peuvent potentiellement aider un peu à faire face à ces problèmes à travers des programmes d'échange et de collaboration. L'autre chose, ou bien que je termine un peu avec ça, le manque de financement pour la recherche dans les secteurs de légumineuses. Ça, c'est quelque chose qui est très triste, qu'on voit tout le temps, même dans des pays qui sont de très grands importateurs comme l'Inde. Il y a les gens, et voilà, c'est confirmé, il y a un manque de financement de la recherche, parce que la recherche, elle donne ses effets sur le long terme. Et donc, généralement, si c'est trop politisé, donc on a besoin d'effets immédiats, voilà. Donc, mais ça, c'est aussi c'est un élément que je me conforte un peu en voyant des grands bailleurs de fonds, ou bien des grandes régions comme la région européenne, par exemple, qui deviennent de plus en plus intéressées à financer de la recherche, non pas seulement en Nord, mais aussi dans les pays du Sud, sur ces aspects de légumineuses. Et donc, je pense que au-delà du financement recherche, il faut primo-capitaliser sur ce qui est déjà découvert par la recherche en termes de paquets, en termes de pratiques, en termes d'acquis scientifiques. Et là, ça se fait à travers financer un peu cet échange de matériel génétique, des choses comme ça. Après, il y a des facteurs, bien des problèmes communs que le financement pour de la recherche conjointe peut aussi aider à combler. Ce que vous mentionnez, Aymen, sur la question de ces plateformes aussi de coopération, d'échange et de travail entre Sud et Nord, entre recherche publique, recherche privée, avec aussi le secteur privé. Hein. Vous mentionnez le cas du niébé et c'est cette absence de recherche et ce besoin de financement, d'accompagnement, aussi de mise en marché de solutions. Alors, il y a quand même un moment assez fort pour les légumineuses avec le plan protéines aussi au niveau
l'Afrique subsaharienne, avec d'autres projets. Hein. Licarda emmène avec les acteurs français ou européens. Donc on a quand même quelques signaux positifs de l'implication des différents acteurs qui se mobilisent aussi pour avancer sur ces transitions. On arrive presque au terme de cette émission et à la conclusion de nos échanges. Alors je vais demander à nos trois invités de se plier à un exercice un petit peu différent et un petit peu original qu'on a conçu pour cette conclusion. Je vais vous demander de passer votre robe d'avocat cette fois-ci pour cette conclusion. Une robe d'avocat et surtout de nous faire votre plaidoirie pour les légumineuses en 30 secondes chrono. Pourquoi les légumineuses? Je me tourne d'abord vers Guillaume dans l'Aube. Guillaume, en 30 secondes, pourquoi les légumineuses? Alors pourquoi les légumineuses? Moi je pense qu'elles ont beaucoup d'atouts, elles ont que des atouts d'ailleurs. Les légumineuses c'est bon pour le sol, c'est bon pour la santé. Donc je pense qu'il faut produire et consommer des légumineuses. C'est la graine d'avenir, ce sont les graines d'avenir. On a que des atouts, donc allons-y et tout ira mieux. Merci beaucoup Guillaume. Je me tourne maintenant vers Aymen depuis la Tunisie. À votre tour, en 30 secondes chrono, pourquoi les légumineuses? Parce que c'est une solution miracle. Je ne suis pas spécialiste en légumineuses comme dans le sens biophysique, mais comme économiste, travaillant un peu sur les systèmes de production, mais aussi sur la prospective. Je sais qu'en changeant, si on veut changer un peu la politique ou bien convaincre un décideur politique, les décideurs politiques sont dans cette dynamique de répondre, surtout dans les pays du Sud, dans cette dynamique de répondre aux besoins de court terme. Il y a parfois, à cause de manque de ressources budgétaires, il y a ce manque de financement d'actions de long terme qui visent à améliorer la gestion des ressources naturelles. Et moi, je pense que les légumineuses sont la solution qui assure en même temps le court terme en termes d'amélioration des revenus des agriculteurs, d'alimentation, réduire les coûts d'alimentation animale, etc., mais qui assure aussi le long terme, surtout son impact, la religion a son impact un peu sur les ressources en sol, mais aussi l'efficience de la gestion de l'eau et des fertilisants, de la gestion de l'utilisation des fertilisants. Et donc c'est vraiment une solution miracle qui assure une certaine complémentarité. Si on regarde un peu ce système de production qui est en plein désordre, en conflit entre les composantes, tu mets les légumineuses au centre et tout va être orchestré de manière assez complémentaire et magique. Voilà. Merci Aymen pour cette partition avec une musique très douce pour les innovations autour du revenu des agriculteurs, de la question de la fertilité et aussi de l'état des sols. Je finis ce tour de table, Emmanuel, avec votre robe d'avocat. Pourquoi les légumineuses? Les légumineuses, c'est la solution pour avoir une alimentation plus végétale qui répond aux enjeux du réchauffement climatique aujourd'hui. C'est des graines d'un point de vue culinaire qu'on a un peu oublié, mais en fait qui sont colorées, qui sont variées. Et quand c'est bien les cuisiner, on se régale. Donc allez-y, mangez-en plus. Régalons-nous, et si je peux me permettre aussi de faire ma propre plaidoirie pour les légumineuses, je rappelle aussi que c'est un besoin très important d'avoir cet espace de coopération aussi entre nord et sud, entre secteur privé et secteur public. Les défis sont très proches finalement entre les agricultures qu'on voit en France, dans nos régions et dans les pays du sud, dans les pays du sud global. Les solutions peuvent être partagées, on a vraiment besoin, et je pense que c'est aussi la vocation de la Fondation Farm que d'accompagner ces rapprochements. Alors je remercie nos trois invités d'aujourd'hui pour cette deuxième émission de transition consacrée aux légumineuses. Emmanuel Briet qui était avec moi en studio, qui est cofondateur de Harry & Co. Guillaume Partio qui était avec nous à distance depuis l'Aube, qui est producteur et co-gérant de la ferme Partio, et Aymen Frija qui est économiste à Licarda en Tunisie. Je vous invite toutes et tous à suivre l'actualité de la Fondation Farm sur www.fondation-farm.org et sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, et on vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Transition, l'émission dédiée à l'agriculture dans le monde. Merci à tous et à très bientôt.